L'étreinte de la mort, le combat rapproché à Stalingrad. En 1942, la Seconde Guerre mondiale se trouvait à un tournant décisif. Suite à la conquête rapide de l'Europe occidentale, les forces d'Hitler ont tourné leur regard vers l'Est, lançant l'opération Barbarossa, l'invasion militaire la plus vaste de l'histoire jamais enregistrée. Des millions de soldats allemands ont déferlé sur l'Union soviétique, submergeant ses défenses et saisissant de vastes zones de territoire. La machine de guerre allemande semblait invincible, traçant un chemin de destruction à travers les terres soviétiques avec une férocité qui a laissé le monde abasourdi. À l'été 1942, les ambitions d'Hitler sont devenues encore plus audacieuses. L'effort de guerre de l'Allemagne était de plus en plus contraint par sa dépendance au pétrole, et la région riche en ressources du Caucase est devenue le point central de sa grande stratégie. Pourtant, la ville de Stalingrad, un bastion industriel perché sur les rives du puissant fleuve Volga, se dressait sur le chemin de cette récompense. Pour Hitler, Stalingrad représentait bien plus qu'un objectif stratégique. C'était un symbole. S'emparer de la ville portant le nom de Staline porterait un coup humiliant au moral soviétique, tout en soulignant la supposée inévitabilité de la domination allemande. De plus, la capture de Stalingrad promettait de couper les liaisons ferroviaires vitales et de perturber le transport le long de la Volga, paralysant la production industrielle soviétique, y compris sa formidable production de chars. Pour Staline, cependant, la perte de Stalingrad était inconcevable. La ville serait défendue à tout prix. En août 1942, la Luftwaffe a réduit Stalingrad en cendres. Les bombardements ont dévasté les bâtiments, les usines et les maisons, transformant la ville autrefois animée en un désert carbonisé. Au milieu des ruines, une bataille comme aucune autre a commencé, où chaque rue, bâtiment et cave est devenue une arène contestée. Initialement, les forces allemandes anticipaient une victoire rapide au milieu des décombres. Au lieu de cela, ils ont rencontré une résistance inébranlable et un niveau de férocité pour lequel ils n'étaient absolument pas préparés. Les défenseurs soviétiques dirigés par le général Vassili Tchoukov ont défendu leur position avec un acharnement quasi fanatique. Les tactiques de Tchoukov étaient peu orthodoxes et impitoyables. Ces soldats ont engagé l'ennemi à des distances si dangereusement proches que l'artillerie et le soutien aérien allemand ont été rendus inefficaces. Cette approche, appelée l'étreinte de l'ennemi, n'était pas simplement une mesure de désespoir, mais une stratégie calculée pour annuler les avantages allemands en matière de puissance de feu et de mobilité. Elle a encapsulé le combat urbain sauvage qui est venu définir la bataille de Stalingrad et s'est avérée décisive pour déterminer le cours de la guerre sur le front de l'Est. En août 1942, la 6e armée allemande, dirigée par le général Friedrich Paulus, est arrivée à la périphérie de Stalingrad. Remarquablement, la ville elle-même n'avait été mentionnée que brièvement dans le plan bleu, le plan opérationnel allemand pour l'offensive estivale. À ce stade, la Wehrmacht semblait invincible, maniant l'initiative avec une dominance incontestée. La position de l'armée rouge était périlleuse. Les défenses soviétiques se sont effondrées sous l'assaut implacable allemand, et la 6e armée a avancé par les approches nord de Stalingrad, capturant des usines, des dépôts de chemins de fer et d'autres points critiques. Les forces soviétiques ont été repoussées jusqu'aux rives même de la Volga, une frontière naturelle qui servait à la fois de ligne de vie et de piège mortel. La Volga est devenue le théâtre d'une improvisation désespérée. Les approvisionnements et les renforts étaient transportés à travers ces eaux sous le bombardement constant de l'artillerie allemande et de la Luftwaffe. Beaucoup de ces traversées improvisées se sont terminées en catastrophe, avec des bateaux détruits avant d'atteindre les défenseurs soviétiques assiégés. Ceux qui ont survécu à la traversée ont été immédiatement jetés dans la mêlée, souvent avec peu de préparation ou de répit. Au milieu de ce maelstrom, le général Vassili Tchoukov a pris le commandement de la 62e armée. Tchoukov a rapidement compris que les tactiques conventionnelles seraient inutiles dans le paysage dévasté de Stalingrad. Pour défendre la ville, ses troupes devraient s'adapter aux réalités brutales de la guerre urbaine, combattre leur ennemi à bout portant, et endurer des épreuves au-delà de l'imaginable. Lorsque Vassili Tchoukov a pris le commandement de la 62e armée en septembre 1942, les défenseurs soviétiques étaient au bord de l'effondrement. Le QG de Tchoukov se trouvait dans une position précaire sur la rive ouest de la Volga, près des lignes de front. La situation était d'un chaos incessant. L'artillerie allemande et les raids aériens pilonnèrent les positions soviétiques avec une précision impitoyable, laissant la destruction dans leur sillage. À un moment donné, des réservoirs de pétrole frappés par des bombes allemandes ont déversé des rivières de pétrole enflammées dans les tranchées, créant des scènes de dévastation inimaginables. Les lignes de communication étaient aussi souvent coupées, que le haut commandement soviétique n'avait souvent aucun moyen de savoir si Tchoukov et son personnel étaient encore en vie.
La terre était brûlée, l'air épais de fumée, et le ciel assombri par les cendres alors que les soldats se battaient dans un paysage apocalyptique. De l'autre côté de la Volga, l'artillerie soviétique apportait un soutien désespéré, mais leurs tirs devaient être retenus. La proximité des troupes allemandes et soviétiques laissait peu de marge d'erreur. Tchoukov a rapidement saisi la dure réalité. L'armée rouge ne pouvait espérer égaler les Allemands en combat ouvert. La Wehrmacht était nettement supérieure en puissance de feu, mobilité et coordination. Pour tenir Stalingrad, les soviétiques devraient redéfinir les termes de la bataille. La stratégie de Tchoukov était audacieuse et impitoyable. Il forcerait les Allemands à adopter un style de guerre pour lequel ils n'étaient ni formés, ni équipés. Le combat rapprochait. Depuis son quartier général assiégé, Tchoukov a émis une directive simple mais révolutionnaire. Les troupes soviétiques devaient combattre l'ennemi à bout portant, parfois à quelques mètres seulement de leur position. Le paysage urbain dévasté de Stalingrad rendait cela possible. Les usines, les sous-sols et les ruines d'anciens bâtiments fiers sont devenus des arènes pour les combats au couteau, les escarmouches à la grenade et les combats au corps, à corps brutaux. Les Allemands, non habitués à un conflit aussi incessant et intime, ont qualifié ce cauchemar urbain de Rattenkrieg, ou la guerre des rats. Les ruines de Stalingrad sont devenues une forteresse pour les défenseurs soviétiques. Chaque tas de décombres a été transformé en position défensive, chaque coin en une embuscade potentielle. Les soldats allemands se sont retrouvés attaqués sous des angles inattendus, derrière des murs, sous des planchers, ou au milieu des décombres des usines. Cette méthode de guerre a donné naissance à ce que Tchoukov a appelé étreindre l'ennemi, une tactique qui non seulement a annulé la supériorité allemande en matière de chars, d'artillerie et de soutien aérien, mais a également infligé un coup psychologique aux envahisseurs. C'était une stratégie brutale mais efficace, qui allait définir la bataille de Stalingrad et jouer un rôle crucial dans le changement de dynamique du front de l'Est. La tactique d'étreindre l'ennemi est née d'une nécessité absolue. Au fond, c'était une stratégie de proximité, réduisant la distance entre les forces opposées à quelques mètres ou même moins. Dans la guerre conventionnelle, l'espacement entre les combattants, dicté par les tranchées, les barrages d'artillerie et le terrain ouvert variaient généralement de 100 à 200 mètres, permettant aux commandants de coordonner efficacement le feu à longue portée. Mais le chaos urbain de Stalingrad a complètement démantelé ces normes. Des rues encombrées de débris, des bâtiments en ruine et des passages souterrains, labyrinthiques, ont transformé le champ de bataille en une arène fragmentée et intime où les tactiques conventionnelles ont flanché. En réduisant l'écart, les troupes soviétiques ont atteint 3 objectifs critiques. 1. Annuler l'appui-feu. L'artillerie, les chars et les frappes aériennes, marque de la supériorité allemande, sont devenus des passifs en combat rapproché. Avec les soldats soviétiques, maintenant, une telle proximité avec les positions ennemies, les commandants allemands étaient confrontés à un dilemme déchirant. Utiliser des armes lourdes au risque de frapper leurs propres troupes ou s'engager dans un combat direct coûteux. En effet, les combattants soviétiques se sont transformés en boucliers humains, obligeant les Allemands à combattre selon les conditions dictées par les défenseurs. 2. Imposer un corps à corps brutal. La Wehrmacht était douée pour la guerre de manœuvre à grande échelle et l'utilisation intégrée des armes, mais elle était mal préparée pour les exigences implacables du combat rapproché. Les soldats soviétiques armés de pistolets mitrailleurs comme le PPSH-40 et 1, de grenades, de pelles et de couteaux, excellaient dans ces engagements. Inversement, les troupes allemandes, alourdies par les fusils et l'équipement plus lourd, ont eu du mal dans cet environnement impitoyable, où l'agilité et la férocité se sont souvent avérées décisives. 3. Une guerre psychologique. L'intimité incessante des combats a eu un lourd tribut sur le moral des soldats allemands. Ils ont été assaillis de toutes les directions possibles. Des grenades lancées depuis les sous-sols, des tirs de snipers depuis les greniers, et des attaques surprises émergeant des tunnels d'égouts. Aucune position n'était sûre. Cette usure constante, connue des Allemands sous le nom de Rattenkrieg, la guerre des rats, a érodé leur détermination et sapé leur volonté de combattre. Au centre de cette forme de combat se trouvait le pistolet mitrailleur PPSH-40 et 1, une arme qui est devenue synonyme du soldat soviétique à Stalingrad. Son taux de tir élevé et sa fiabilité en combat rapproché en faisaient une arme redoutablement efficace. Les troupes soviétiques traversaient rapidement les rues bombardées, se rapprochant des positions allemandes, en déclenchant un déluge de tirs automatiques et de grenades. Les combats étaient sauvages,
et ont coûté un lourd tribut des deux côtés. Les soldats se battaient pour le contrôle de pièces individuelles, de sous-sols et d'escaliers, dans une lutte prolongée où la victoire se mesurait en centimètres. Le général Vassili Chouikov, qui a orchestré la défense, a résumé l'essence de cette stratégie lorsqu'il a dit, je cite, « Nous tenons l'ennemi par la ceinture ». De cette façon, ils ne peuvent pas nous détruire avec leur artillerie ou leurs avions. Fin de citation. La tactique demandait un courage et une impitoyabilité hors du commun aux soldats soviétiques. Ce n'était pas un combat de précision ni de stratégie classique. C'était une bataille pour la survie. En étreignant les Allemands, l'armée rouge a transformé les ruines de Stalingrad en une force égalisatrice. Les avantages de la Wehrmacht ont été neutralisés au milieu des décombres, tandis que la détermination des défenseurs soviétiques commençait à inverser le cours de la bataille. La réalité brutale de l'étreinte de l'ennemi s'est déroulée sans relâche à travers Stalingrad, transformant des quartiers entiers, des bâtiments, et même les égouts en champs de bataille mortels. Ce n'était pas simplement la guerre. C'était la survie distillée dans sa forme la plus brute et viscérale. Chaque soldat, chaque escouade se battait avec ténacité pour leur vie, avançant ou reculant de quelques centimètres à peine. L'un des exemples les plus marquants de cette stratégie a été la défense de la maison de Pavlov, un modeste immeuble de 4 étages qui surplombait une place cruciale. Sous la direction du sergent Yakov Pavlov, cette structure sans prétention a été transformée en une forteresse impénétrable. Pavlov et ses hommes ont barricadé les fenêtres avec des sacs de sable, installé des mitrailleuses pour couvrir chaque approche, et posté des tireurs d'élite à des points d'observation dissimulés. Les assauts quotidiens allemands, alliant infanterie et chars, ont fait face à une résistance acharnée. Les défenseurs ont compté sur les grenades, les mitraillettes et le tir à courte portée pour repousser les attaquants. Parfois, les combats devenaient ainsi intenses que les soldats se battaient dans les mêmes pièces, séparés uniquement par des murs en ruine ou des portes. Un officier allemand a plus tard décrit la maison de Pavlov comme une forteresse aux murs d'acier. En vérité, sa résilience était due à la stratégie de Chouikov. En forçant les Allemands à un combat rapproché, les défenseurs ont rendu l'artillerie et le soutien aérien pratiquement inutiles. Les Allemands ne pouvaient pas détruire le bâtiment sans mettre en danger leurs propres troupes. Les hommes de Pavlov ont enduré un bombardement incessant, la faim et un froid glacial, mais leur capacité à étreindre l'ennemi s'est avérée décisive pour tenir cette position cruciale. Un autre chapitre sombre s'est déroulé à l'usine Octobre Rouge, un complexe industriel qui est devenu un microcosme de la bataille entière pour Stalingrad. Autrefois centre de production soviétique, l'usine a été réduite à une étendue chaotique de décombres, où les soldats soviétiques et allemands se battaient pour des machines individuelles, des escaliers et des passerelles. Dans certains cas, une seule pièce a changé de main plusieurs fois en une seule journée. L'intimité des combats a engendré une ingéniosité brutale. Les troupes soviétiques lançaient des grenades à travers des trous dans les murs ou les sols, tendaient donc des embuscades aux escouades allemandes depuis les sous-sols et lançant des attaques via le système d'égout de la ville. Ce combat souterrain a ajouté une nouvelle couche de terreur pour les soldats allemands, qui décrivaient les égouts comme des labyrinthes infernaux où l'ennemi semblait se matérialiser à partir des ombres. Au milieu de ce carnage urbain, le tireur d'élite soviétique Vassili Zaïtsev est devenu une légende, exploitant le paysage dévasté. Zaïtsev et ses camarades tireurs d'élite traquaient les positions allemandes, camouflés au milieu des décombres. Leur travail incarnait la stratégie de Chouikov, combattant si près des Allemands que le contre-tir de sniper ou l'artillerie était rendu inefficace. Selon Zaïtsev, les tireurs d'élite devaient s'approcher au plus près de leur cible, un métier mortel. Dans cette ville, c'était comme chasser dans une forêt de pierres. Fin de citation. Pour les Allemands, le coût psychologique d'une telle guerre était immense. Un soldat a écrit avec désespoir « Les Russes étaient partout. Vous ne pouviez pas les voir, mais vous sentiez leur souffle dans votre cou. » Fin de citation. La tactique d'étreindre l'ennemi a transformé Stalingrad en une lutte d'usure épuisante qui a dévoré la 6e armée allemande. Ce qui avait commencé comme une campagne de conquête rapide s'est transformé en un bourbier cauchemardesque. Les ruines de Stalingrad ont annulé la puissance de feu et l'avantage technologique de la Wehrmacht, forçant les Allemands à mener le type de guerre pour lequel ils étaient le moins équipés. Plus qu'une tactique, l'étreinte de l'ennemi est devenue une déclaration de défi. Pour chaque pouce de terrain, les soldats soviétiques ont envoyé un message à leurs adversaires. « Nous vous combattrons, où que vous soyez, quel que soit le coût. » La tactique d'étreindre l'ennemi n'était pas seulement une mesure désespérée à Stalingrad.
Elle a révélé une vérité sur la guerre qui s'applique toujours aujourd'hui. Le combat rapproché peut parfois neutraliser même la puissance de feu la plus avancée. Dans les conflits modernes, la technologie domine le champ de bataille. Les drones, les frappes aériennes de précision et l'artillerie permettent de détruire les ennemis à des kilomètres de distance. Cependant, étreindre l'ennemi reste pertinent, surtout dans la guerre urbaine, où les combattants se battent pour le contrôle des villes et des bâtiments. Pendant la guerre du Vietnam, le Viet Cong engageait souvent les forces américaines à très courte portée, sachant que le soutien aérien et l'artillerie des États-Unis ne tireraient pas de peur de toucher leurs propres troupes. De même, lors de batailles dans des villes comme Fallujah pendant la guerre en Irak, le combat rapproché a contraint les armées technologiquement avancées à compter sur l'infanterie plutôt que sur une puissance de feu écrasante. Cependant, étreindre l'ennemi a un coût. Les soldats modernes sont mieux équipés avec la vision nocturne, l'armure corporelle et les armes de combat rapprochées, mais la guerre urbaine reste incroyablement sanglante et destructrice. La victoire vient souvent au prix de lourdes pertes et de la dévastation complète des villes. La bataille de Stalingrad a montré comment la proximité pouvait équilibrer le terrain de jeu contre un ennemi supérieur. C'était une tactique brutale et à haut risque qui transformait les forces allemandes comme les chars, l'artillerie et la puissance aérienne en faiblesse. Pour Vassili Chouikov et l'armée rouge, étreindre l'ennemi n'était pas seulement une stratégie, c'était la seule façon de survivre.